La lame va être réalisée en damas feuilleté de 252 couches. Les aciers, je me les procure en fait en barre de 6 mètres dans des aciéries spécialisées où l'acier est analysé et sort avec un taux de carbone bien précis. Donc là en fait on a un bloc qui est constitué de 14 couches d'acier. Il y a deux aciers différents, un acier au carbone et un acier au nickel. L'acier au nickel sortira blanc quand ça sera fini et l'acier au carbone sortira noir. Donc là c'est 14 couches d'acier, je vais les souder à la forge, puis les étirer, les ressouder, les replier, les étirer, les ressouder pour arriver jusqu'à 250 couches. Et ensuite ce bloc de 250 couches qui aura toujours cette dimension là, qui aura un petit peu diminué à cause du feu, il faudra l'étirer sur toute la longueur pour en faire la lame d'épée. Le borax, on appelle ça un flux ou un fondant en fait, et ça permet de nettoyer l'acier ou la trousse. Ça la nettoie de l'oxydation pour que la soudure prenne mieux en fait. C'est-à-dire qu'il va fondre sur l'acier et il va emmener toutes les impuretés qui sont dessus en silicature. Quand la trousse est repliée 4 fois, on arrive aux 252 couches, qui sera le final. Et là, il faut l'étirer. On prend le bloc donc, de 252 couches et je l'étire au pilon pour former la lame, donc 80 cm de long. Puis ensuite j'étire la soie. La soie c'est la partie de la lame qui va à l'intérieur de la poignée. Et enfin j'étire la pointe de la lame. Toujours au pilon bien sûr.
tranchants sont ensuite forgés au marteau de façon à donner la forme finale à la lame. Quand la lame est forgée, que la partie vraiment forge, pilon, marteau est terminée, je prends le poinçon et je marque la lame avec mon poinçon à chaud sur la soie de l'épée. C'est vrai qu'on ne le verra plus quand l'épée sera terminée, mais je sais qu'il y est. Et j'aime pas trop mettre le poinçon sur les grandes lames, sur la lame en elle-même. Je préfère que ce soit sur la soie. Ça c'est pour préchauffer la cendre. Je le retirerai au dernier moment. Quand la lame sera quasiment à température, j'enlève la barre de façon à ce que la cendre soit à température de recuit. Une des étapes les plus importantes au niveau du traitement thermique, c'est les normalisations. Un traitement qui permet d'affiner le grain de l'acier. Le grain dans l'acier, plus on va chauffer l'acier à haute température et plus on va le laisser chauffer longtemps, plus ce grain va grossir. Et ça va fragiliser la lame. Donc ce qu'il faut faire, quand on forge, en fait, on va faire grossir ce grain parce qu'on va passer au-dessus de la température de trempe. Donc à chaque fois qu'on va passer au-dessus de la température de trempe, le grain va grossir. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec une lame qui a un grain assez gros, particulièrement quand on fait du damas, parce qu'on monte à très très haute température. Donc on va faire ce qu'on appelle des normalisations, c'est-à-dire qu'on va chauffer la lame à température de trempe et on va la laisser redescendre sous la température de trempe en la refroidissant à l'air. Donc c'est pas une vraie trempe, c'est juste un refroidissement un petit peu plus rapide que dans un four, mais pas assez rapide pour tremper l'acier. Par contre, ça, à chaque fois qu'on fait ce processus, on diminue le grain dans l'acier. Donc là, l'idéal, c'est de le faire, pour une lame comme ça, de le faire 7 fois, c'est bien. Un couteau, ça sera 3 fois. Là, sur une grande lame, qui en plus est en damas, 7 fois, c'est pas du luxe. Et en dernier, je l'ai chauffé à température de trempe, toujours de façon homogène. Et je l'ai plongé dans le bac de cendre, de façon à ce qu'elle refroidisse le plus lentement possible, pour en faire l'inverse de la trempe. C'est-à-dire qu'au lieu de la durcir, on va adoucir l'acier. Et ça va me permettre de pouvoir la travailler plus facilement, la poncer, faire tout le travail de limage, de ponçage. Ça, c'est ce qu'on appelle le recuit. J'enlève déjà toute la partie irrégulière de façon à retrouver une surface assez plane pour être sûr de ne pas ensuite avoir des trous. Je l'attaque au grain 60, qui est un grain vraiment très gros. On peut faire plus gros encore, mais c'est déjà pas mal, quoi. Et ça permet de dégrossir la forme de la lame avant la trempe. Je vais meuler de façon à faire bien ressortir l'arête centrale et les aplats de chaque côté, même si il faut garder toujours, particulièrement pour une lame longue, entre 1,5 mm et 2 mm au niveau du tranchant,
de façon à garder une certaine rigidité pour pas qu'il y ait trop de déformation au moment de la trempe, et ne pas trop affiner le tranchant parce qu'ensuite en la réchauffant pour la tremper, on risque de décarburer le tranchant. Donc il faut toujours garder un petit peu d'épaisseur. Normalisation après la disqueuse, tout ça, après le recuit, ça permet d'une part justement éventuellement enlever le gros grain dû à un recuit lent, et ça permet aussi d'enlever les tensions qu'on a pu libérer de façon hétérogène à la disqueuse et au backstand à l'émouture, c'est-à-dire que la lame, elle risque de voiler. Donc en refaisant des normalisations après l'émouture de la lame, normalement on enlève toutes les tensions et on aura moins de risque de voilage à la trempe. Et ça... Ensuite, la trempe, dont on parle le plus souvent en fait, et après la trempe, il y aura les revenus qui permettent d'adoucir la trempe. Voilà, ça c'est toutes les étapes des traitements thermiques. La trempe, donc le traitement thermique dont on parle le plus souvent, se fait pour cet acier, même si c'est un damas, on a un acier au final qui est à peu près homogène, se fait à l'huile. L'huile est légèrement chauffée aux alentours de 30-35 degrés. Et la trempe se fait aux alentours de... c'est ici à l'œil, mais c'est aux alentours de 800, entre 800 et 850 degrés environ. Alors il faut faire attention au niveau des couleurs rendues en vidéo, comme en photo d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il arrive souvent que si en vrai la lame est orange ou rouge, sur la vidéo on va le voir quasiment blanc en fait. C'est sûr qu'au niveau des températures ça n'a rien à voir et il ne faut pas se laisser avoir par ça. Je vais y aller, hein. Dès que la lame sort du bain de trempe, elle est trempée, donc dure, ou du moins elle est censée l'être. Donc pour en être certain, j'utilise une lime qui est ici une lime d'affûtage de chaîne de tronçonneuse, parce qu'elles sont particulièrement dures, et je la fais glisser sur le tranchant pour voir si elle mord ou pas, de façon à tester la dureté du tranchant pour être certain que la trempe a bien pris et a bien pris partout. Donc immédiatement après la trempe, il ne faut pas laisser la lame dans un coin parce qu'il y a eu des tensions énormes et même en la laissant reposer, on risque d'avoir un problème de fissure, etc. La lame est très dure, donc très fragile, ce qui fait qu'il faut tout de suite faire le revenu, c'est-à-dire la monter pendant 1 heure à 1 heure et demie aux alentours de 220-230 degrés. Voire plus pour une lame longue. Ici je l'ai fait à 250 degrés à peu près. Habituellement je fais ça dans le four de cuisine, mais avec 1 mètre de long c'est pas possible, donc je suis allé faire ça dans le four du boulanger qui a bien voulu le prêter pour l'occasion. Alors une des étapes les plus stressantes, c'est de profiter de la chaleur du revenu, donc immédiatement en sortant du four, pour redresser les éventuels voilages qui sont quasi inévitables sur une lame de cette longueur-là. Et il faut les corriger, profiter de la chaleur du revenu pour les corriger. Donc là, il faut aller au-delà du seuil d'élasticité de la lame pour faire revenir l'acier dans l'axe, ce qui fait que c'est toujours très risqué et c'est pas très bon pour les nerfs.
Après le revenu, je vais donc donner la forme finale de la lame, donc finir l'émouture. Après avoir enlevé la couche superficielle au grain 60, je fais tout le reste à la main pour que l'émouture soit plus régulière. Alors il faut passer du grain 60 jusqu'au grain 800 en croisant le sens de ponçage à chaque grain. Et ça représente quand même à peu près 3 jours de travail. On y va. Impeccable. Donc là, la lame, elle est terminée, on l'a poncée jusqu'au grain 800, poli. Et on voit toujours pas le damas, l'acier est toujours blanc. On le distingue à peine dans le reflet, mais on voit quasiment rien en fait. Donc pour faire ressortir les dessins et faire apparaître les deux tons noir et blanc qui viennent pour le noir de l'acier au carbone et pour le blanc de l'acier au nickel, on va plonger la lame dans une solution de perchlorure de fer qui va attaquer différemment les deux aciers et qui va donc faire ressortir le dessin. Donc on plonge la lame à peu près 1 minute et ensuite il faut la ressortir et la nettoyer à l'eau claire pour faire apparaître le damas. Par la suite, comme le perchlorure de fer c'est comme un acide en fait, donc pour éviter qu'il continue à oxyder la lame et qu'on la retrouve orange le lendemain, il faut annuler l'attaque du perchlorure de fer en la nettoyant avec de la soude qui est basique et qui va annuler l'acide en fait. Et pour finir, on rince à l'eau claire encore une fois et on passe un coup d'huile pour protéger la lame de l'oxydation. Lorsque la lame est complètement finie, il faut toujours en dernier faire l'affûtage. Pourquoi en dernier? Parce que tant qu'on la manipule, il vaut mieux éviter que la lame soit trop coupante. Donc on attend qu'elle soit complètement finie. C'est assez délicat parce qu'il ne faut pas venir toucher le damas avec la bande, sinon
le polissage est à recommencer. Donc le pommeau qui sera sculpté dans un bloc d'ivoire de mammouth. Et la poignée en elle-même qui sera sculptée dans un bloc d'ébène. Pour l'ajustage entre le pommeau en ivoire et la poignée en ébène, comme le pommeau c'est un œuf qui vient s'insérer dans la poignée en ébène, j'ai fait deux outils en acier qui s'insèrent l'un dans l'autre et qui m'ont permis de tourner ces deux pièces, une en demi-sphère et l'autre en creux, afin de pouvoir les rentrer plus facilement l'une dans l'autre sans avoir des heures de ponçage et d'ajustage. Ça s'est pas passé exactement comme je l'aurais espéré, donc il y a quand même eu un peu de travail derrière, mais disons que ça a bien dégrossi le travail. Le perçage de la poignée, c'est quelque chose d'assez délicat parce qu'il faut déjà être vraiment dans l'axe, de façon à ce que la poignée bien sûr soit bien dans l'axe de la lame. Là, la poignée est en ébène, donc quand j'ai fini de la percer, pour éviter, parce que l'ébène est un bois particulièrement fragile, c'est-à-dire qu'il fend très facilement au moindre réchauffement, au moindre changement. Donc je verse à l'intérieur ce qu'on appelle du durcisseur pour bois vermoulu, qui va stabiliser la surface pour qu'il ne travaille plus ensuite. Il faut que l'ajustage entre la poignée en bois et la soie, donc la partie de l'épée en acier qui rentre à l'intérieur, l'ajustage doit être impeccable si on veut que l'assemblage soit solide et qu'il n'y ait pas de jeu ensuite lorsque l'épée est montée. Au niveau du pommeau, pour que l'assemblage soit plus solide, éviter que ce soit simplement collé, j'ai taraudé le pommeau afin que la soie soit vissée à l'intérieur et ce sera en plus ensuite collé. Pour le collage, j'utilise de l'époxy, donc il y a deux composants, la résine et le durcisseur à prise lente, qui est en fait la colle la plus solide, la plus résistante dans le temps. Donc ensuite la poignée est poncée toujours au backstand, à la ponceuse à bande. La difficulté c'est de garder la symétrie aussi bien de face que de profil et de donner une forme finale assez précise pour pas avoir un trop gros travail non plus de finition à la main. Cette finition se fait à la lime et au papier de verre, de façon à justement à pouvoir donner des courbes plus naturelles qu'à la machine. Le dessin sur la poignée est inspiré, on va dire, un mélange entre l'entrelacs et l'art nouveau. L'art nouveau, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement et que j'aime bien remettre un peu dans tout ce que je fais, et de plus en plus en fait.
Au niveau de la sculpture sur l'ébène, c'est particulièrement complexe parce que le fil est très important et pas toujours dans le même sens. Et autant dans l'ivoire, on arrive à sculpter un peu dans tous les sens sans rencontrer de problème, autant dans l'ébène, on a vite fait de relever le fil. Au niveau de la poignée en ébène, le problème que j'ai rencontré, auquel je ne m'attendais absolument pas, c'est que je me suis découvert une très forte allergie à ce bois. Et donc j'ai fini de la travailler avec les yeux d'un lapin atteint de myxomatose. Donc je pense que ça sera la première et dernière fois que je travaillerai l'ébène. Le pommeau de l'épée est donc sculpté dans un bloc d'ivoire de mammouth. C'est quelque chose qui surprend très souvent les gens. Effectivement, même si on me l'a posé la question plusieurs fois, les mammouths, ça n'existe plus. Mais en fait, on peut trouver de l'ivoire en Sibérie, c'est-à-dire que les mammouths qui datent de pas si longtemps que ça, les derniers ont disparu il y a, je crois, 7000 ans, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc ils sont pris dans le sol gelé, ce qu'on appelle le permafrost, et ça les a conservés dans un état presque parfait. Ce qui fait que les gens vont les sortir du sol gelé et récupèrent les défenses qui sont utilisables, même si l'ivoire est quand même plus souvent en mauvais état que l'ivoire d'éléphant, bien sûr. L'ivoire d'éléphant, je le travaille aussi, même si je le fais de moins en moins. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas interdit, mais c'est extrêmement réglementé. Il faut une autorisation préfectorale et tenir un registre des entrées et des sorties, un petit peu comme le font les bijoutiers avec les métaux précieux. Le problème, c'est que du coup, c'est pas mal de paperasse et pas facile, surtout si on vend à l'étranger. Là, ça devient vraiment très compliqué pour les sorties de territoire. Donc c'est vrai que l'ivoire de mammouth a tendance à remplacer de plus en plus l'ivoire d'éléphant. Je trouve que c'est pas un mal à la limite. Par contre, évidemment, l'ivoire de mammouth, du coup, est souvent plus craquelé, plus fendu, c'est plus difficile d'avoir de beaux blocs. Et hélas aussi beaucoup plus cher du fait que le stock est limité et en plus il n'y a quasiment qu'un fournisseur au monde, quoi. Donc ils en profitent un petit peu. Pour la sculpture sur l'ivoire, les outils pour le dégrossissage en tout cas sont la plupart du temps des fraises au carbure, plus ou moins grosses bien sûr, qui sont utilisées soit par les dentistes, soit par les bijoutiers. Donc des fraises qui sont très très dures, qui durent assez longtemps. Bon, par contre elles sont souvent très fragiles. Il faut éviter de les tordre parce que ça casse comme du verre. À la base, je suis illustrateur, même si je fais plus beaucoup de dessins, donc je suis beaucoup plus habitué à travailler en 2 dimensions qu'en 3 dimensions. De plus, j'ai un œil qui ne fonctionne pas, ce qui fait que je n'ai pas de vision en 3D. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à essayer la sculpture, parce que je pensais ne pas y arriver. Je ne sais pas si j'y arrive bien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai découvert beaucoup plus de plaisir à sculpter en 3D qu'à dessiner. Donc je ne m'arrêterai pas là.
Alors pour la sculpture, au niveau de la sculpture à la main, quand on a fini le travail avec les fraises, j'ai plusieurs outils, mais en fait c'est un peu comme les peintres avec leur pinceau, il y en a toujours un qui revient, avec lequel je réalise 90% du travail en fait. Mon outil préféré, on va dire, et que j'utilise un peu quelle que soit la forme. Donc cet outil-là, je l'utilise un petit peu, c'est pas un ciseau, on va appeler ça plus un racloir en fait, ou un peu comme un rabot, c'est-à-dire qu'on le fait glisser, on fait glisser le tranchant en utilisant le pouce comme pivot, et on racle la surface, ce qui fait qu'on arrive, si l'outil est bien affûté, on arrive à obtenir une surface déjà pas polie, mais presque. Donc ça limite encore une fois pas mal le travail de ponçage qu'il y aura par la suite. Au niveau de la sculpture d'un personnage, c'est comme dans le dessin, hein, les grosses difficultés sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le visage et les mains, et particulièrement à cette échelle, parce que le visage fait un petit peu plus d'1 centimètre de haut, donc à arriver à centrer le regard, etc., c'est quand même assez délicat. Pour le ponçage, il faut savoir que lorsqu'on a terminé la sculpture proprement dite, en fait on a réalisé à peu près 60% du travail au niveau du temps de travail, et il reste à peu près 40% du temps de travail en ponçage et polissage, qui est bien entendu moins passionnant parce que la partie artistique est terminée, mais bon, on peut pas passer à côté, donc il faut bien y passer, quoi. Un ami m'a fourni ce que j'utilise pour le ponçage, c'est du papier abrasif en fait, mais qui est autocollant, donc ça me permet d'en découper des tout petits morceaux que je viens coller sur un outil en laiton courbe, et qui me permet du coup d'aller poncer dans les parties un peu cachées. J'avoue que c'est très pratique. Juste une petite chose, c'est que depuis que j'ai eu ce petit stock de papier, j'en ai pas revu, j'espère pouvoir en retrouver un jour. Le jour où j'arriverai au bout du stock. Alors entre chaque grain de papier abrasif, avant de passer au grain suivant, je nettoie l'ivoire avec un mélange d'alcool dilué avec de l'eau à 50%. Et ça permet d'enlever éventuellement tous les grains qui pourraient re-rayer ensuite la surface. Et ça nettoie l'ivoire aussi parce qu'on le salit au fur et à mesure du travail. Quand le travail de ponçage au papier est terminé, donc là je vais jusqu'au 1200 au niveau du grain, je passe un très très léger coup de frotte en coton avec de la pâte à polir, mais alors vraiment sans appuyer, parce que le problème c'est que les détails sont tellement petits que si on appuie, même si la pâte à polir est très fine, on va enlever du relief et on a vite fait d'écraser un nez sur le visage ou de ternir le rendu des cheveux ou de choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment pour donner un petit coup de poli sur la surface. Au niveau de la sculpture de la poignée en ébène, donc j'ai particulièrement poncé le relief, les entrelacs, les volutes. Le fond est un petit peu moins approfondi au niveau du ponçage parce qu'en fait je le passe ensuite entièrement avec une petite fraise boule, mais vraiment de toute petite taille, pour donner une texture dans le fond et justement jouer sur le contraste entre le fond qui est texturé et mat et les volutes qui ressortent lisses et brillantes.
Alors, bien entendu, on n'imagine pas réellement sur un film le travail qui est réalisé au niveau du temps. Donc, il a fallu environ, j'ai pas compté exactement, mais environ 100 à 120 heures de travail pour faire le pommeau en ivoire et une cinquantaine d'heures sur la poignée en ébène. Pour la garde, le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai longtemps hésité entre faire une garde en bronze ou faire une garde en acier. Le problème du bronze, c'est que je ne suis pour l'instant pas équipé de façon professionnelle pour faire des bons rendus. Donc après un essai infructueux, je suis revenu à l'idée de départ qui était de faire une garde en acier. Et en fait, une fois terminé, je pense que c'était une bonne idée, parce que la couleur acier rend mieux avec l'ensemble de l'épée qui en fait est en noir et blanc, avec l'ébène, l'ivoire et le damas. Et une garde en bronze aurait trop, je pense que ça aurait trop tapé à l'œil au milieu, on n'aurait vu plus que ça au final. La grande partie de la forme de la garde a été forgée au marteau pilon, et j'avoue que j'y ai pris un certain plaisir parce que ça change de... Autant un ferronnier va faire de nombreuses formes au niveau du forgeage, autant le coutelier c'est toujours un petit peu la même chose, hein. On forge une pointe, on aplatit les tranchants et on étire la soie. Donc c'est vrai que forger quelque chose en volume et de formes complètement différentes, ça change un peu et c'est agréable. Encore une fois, pour la garde, comme pour le reste, le travail le plus long reste l'ajustage. Donc on va passer 1 heure ou 2, voire 3 à le forger, et on va passer quelques heures à limer, à poncer, à polir. Et plus on avance dans la finition, plus le temps de travail s'allonge en fait, quoi. La difficulté dans ce genre de pièces, c'est d'obtenir quelque chose de symétrique, que la garde fasse la même dimension de chaque côté de la lame, et le même angle, tout en étant complètement dans la rondeur et justement dans la symétrie au niveau de l'esthétique. Donc ça, c'est vrai que c'est... Au niveau du regard, on a du mal à repérer les lignes de symétrie. Pour la finition, j'ai choisi une finition satinée au Scotch-Brite, justement pour atténuer les reflets qui auraient gêné au niveau visuel et la rendre moins brillante.
Enfin, au niveau de tout l'ensemble de la poignée, c'est-à-dire le pommeau, la garde, la poignée en elle-même, l'ajustage final est quelque chose qui représente encore quelques heures de travail, de façon à ce que tout s'emboîte parfaitement lorsque tout sera collé. L'épée en elle-même est donc finie. J'avoue que c'est quelque chose de très particulier, c'est la première que je réalise et c'est une sensation complètement différente par rapport à un couteau, tant dans la réalisation que dans le fait de la tenir en main. Et quand on tient une épée, ça n'a rien à voir avec le fait de tenir un couteau. On n'a pas, c'est plus un outil, c'est vraiment quelque chose de spécial. Il y a, je sais pas si c'est toute l'historique, la symbolique qu'il y a derrière. Le fait de tenir une épée en main, on a l'impression de se sentir investi d'une mission. Et j'avoue que j'ai pas pu m'empêcher de la tester sur la corde. Bien qu'un petit peu crispé dans le geste, tellement j'avais peur de la lâcher. Le fourreau est réalisé en érable ondé, c'est un bois qui est utilisé beaucoup en lutherie, pour les violons par exemple, ou pour je crois que c'est pour les manches de guitare aussi. Donc là c'est un bois que j'ai commandé chez un fournisseur justement pour luthier, et j'avoue que les pièces qu'il m'a envoyées sont vraiment magnifiques. Le fourreau est réalisé en deux parties qui sont évidées suivant la forme et l'épaisseur de la lame, de façon symétrique. La difficulté ici vient de la forme de la lame qui est plus large dans le dernier tiers approchant de la pointe que au milieu. Donc il faut faire une fausse forme en forme de feuille sur le fourreau, tout en faisant un creux à l'intérieur qui en fait est de la même largeur tout du long pour que la partie la plus large puisse passer. Lorsque les deux parties sont évidées, on teste avec des serre-joints de façon à être certain que la lame passe bien à l'intérieur, parce qu'ensuite elles sont collées, et si on colle ça sans que la lame puisse passer, sans faire le test, après c'est trop tard, on ne peut plus aller vider l'intérieur. Donc ensuite les deux parties sont collées et mises en presse pendant 24 heures. Donc au bout de 24 heures, on enlève les serre-joints et là il faut donner la forme finale au fourreau. Alors il faut arriver toujours au ponçage, soit au backstand et à la finition à la main. Il faut arriver à lui donner la forme de la lame, enlever le plus de matière possible, en faisant attention bien sûr de ne pas passer à travers. Et il faut essayer de lui donner un peu cette légèreté, parce qu'on a la même longueur que la lame mais en plus épais, ce qui fait qu'il faut essayer d'alléger le plus possible au niveau de la largeur pour pas avoir une impression de forme un peu grossière. Bon.
Lorsque le fourreau est complètement fini et poncé, pour le protéger, je passe 3 couches d'huile dure par-dessus afin de boucher les pores du bois et de protéger le bois de l'humidité. Alors pour le fourreau, il y a ensuite des pièces qui viennent par-dessus, qu'on appelle la chape, la boutrolle et le passant. Ce sont des pièces qui viennent aux extrémités pour protéger le fourreau des chocs et aussi empêcher le bois donc, qui est en 2 parties de s'ouvrir. Le passant bien sûr permet d'y passer la ceinture pour le maintenir à la taille. J'ai choisi de faire ces pièces en acier pour que ça soit en harmonie avec la garde en acier aussi, donc on ne change pas de métal. Et pour la boutrolle et la chape qui sont des pièces ovales, j'ai utilisé une méthode que j'ai vu faire par un ami qui s'appelle Yannick Epiard, qui est un forgeron médiéviste, et je le remercie parce que ça m'a grandement aidé. Donc cette méthode consiste à forger ces pièces-là dans un tube en acier. On part du tube et on le forge je crois qu'on appelle ça en rétreinte, c'est-à-dire qu'on referme petit à petit le tube sur lui-même jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé, quoi. Encore une fois, le forgeage dure quelque temps, mais ce sont les finitions qui prennent le plus de travail et l'ajustage entre ces parties métalliques et le fourreau en bois. Donc c'est encore quelques heures de limage et de ponçage. Au niveau du sommet du fourreau, l'endroit où la garde vient en appui sur le fourreau, je rajoute une pièce de cuir qui vient recouvrir le sommet et qui évite un choc de métal sur métal. Et voici donc l'ensemble enfin terminé. Ça représente environ 250 heures de travail en tout. Normalement, donc d'ici un mois ou deux, cette épée va partir pour l'Angleterre et j'espère que le client sera satisfait. C'était une première pour moi de réaliser une épée. Également de réaliser un film, ça j'avoue que je suis pas habitué non plus. Faire cette épée, ça a été vraiment un grand plaisir, une grande découverte, et j'avoue que j'espère qu'une seule chose, c'est qu'il y en ait d'autres à venir.